Un cessez-le-feu était censé calmer la région. Mais soudain, des explosions retentissent près du détroit d'Ormuz. L'armée américaine affirme avoir frappé des sites de missiles en Iran. Des embarcations iraniennes auraient tenté de poser des mines. Et au même moment, Washington et Téhéran parlaient encore de négociations. Alors une question devient impossible à éviter. Assiste-t-on à une simple frappe défensive ou au début d'un nouvel engrenage militaire dans le Golfe? Je suis Alexandre Morel. Et pendant que le monde regarde les événements, nous allons analyser ce qui se passe réellement dans l'ombre. Le Moyen-Orient vient peut-être d'entrer dans une nouvelle zone de danger. Officiellement, il y avait un cessez-le-feu. Officiellement, Washington et Téhéran discutaient encore. Officiellement, les deux camps semblaient chercher une porte de sortie. Mais sur le terrain, la réalité a brutalement changé. L'armée américaine a annoncé avoir mené des frappes dans le sud de l'Iran. Les cibles, des sites de lancement de missiles et des embarcations iraniennes accusées de tenter de poser des mines. Selon le commandement américain pour le Moyen-Orient, ces frappes ont été présentées comme des actions d'autodéfense destinées à protéger les forces américaines. Et c'est là que tout devient plus inquiétant, parce que ces frappes ne se déroulent pas dans n'importe quelle région. Elles se produisent près du détroit d'Ormuz, un passage étroit, un corridor stratégique, un point de pression mondial. Chaque jour, une partie essentielle du pétrole et du gaz mondial transite par cette zone. Si Ormuz devient instable, ce n'est pas seulement l'Iran qui tremble, ce sont les marchés, les compagnies maritimes, les assureurs, les prix de l'énergie et derrière eux, les économies de plusieurs continents. Mais ce n'est pas tout. L'agence Reuters rapporte que des explosions ont été entendues dans des zones côtières iraniennes, notamment autour de Bandar Abbas, Sirik et Jask, près de cette voie maritime stratégique. L'agence mère a affirmé que la situation était sous contrôle et qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, mais les sources officielles iraniennes n'avaient pas encore donné tous les détails au moment des premiers rapports. Ce silence est important. Dans une crise militaire, ce qui n'est pas dit compte parfois autant que ce qui est annoncé. Washington parle d'autodéfense, Téhéran parle de contrôle, les médias iraniens parlent d'explosion. Les marchés, eux, regardent Ormuz. Et au milieu de tout cela, le cessez-le-feu paraît de plus en plus fragile. Car une frappe pendant un cessez-le-feu crée toujours une ambiguïté dangereuse. Était-ce une réponse limitée? Était-ce un avertissement? Était-ce une opération préventive? Ou bien le signe que la trêve ne tient déjà plus vraiment? C'est précisément cette zone grise qui rend la situation explosive. Les États-Unis affirment avoir agi pour protéger leurs troupes. Dans le langage militaire, cela signifie que Washington veut présenter l'opération comme une réponse nécessaire, non comme une escalade volontaire. Le CENTCOM a aussi indiqué continuer à faire preuve de retenue pendant le cessez-le-feu. Mais dans la perception iranienne, l'histoire peut être différente. Une frappe américaine sur le territoire iranien, même qualifiée de défensive, peut être vue comme une violation directe. Et lorsque deux États ennemis interprètent différemment le même événement, le risque de dérapage augmente. C'est là que tout change. La vraie question n'est pas seulement « qu'est-ce qui a été détruit ?». La vraie question est « comment l'Iran va répondre ?» Parce que dans ce genre de crise, la réponse n'est pas toujours immédiate. Elle peut être militaire, elle peut être maritime, elle peut être diplomatique, elle peut passer par des groupes alliés dans la région. Elle peut aussi se produire dans un autre théâtre, Irak, Syrie, Liban, Mer Rouge ou Golfe. L'Iran sait que toute réponse directe contre les États-Unis peut ouvrir une escalade incontrôlable. Mais ne pas répondre du tout peut aussi être perçu comme une faiblesse. Voilà le dilemme de Téhéran. Répondre, c'est risquer l'élargissement du conflit. Ne pas répondre, c'est risquer de perdre la face. Et dans une région où l'image de puissance compte énormément, ce choix est lourd. Mais il y a un deuxième dilemme, celui de Washington. Les États-Unis veulent protéger leurs forces, maintenir la pression sur l'Iran et empêcher toute menace contre la navigation dans le détroit d'Ormuz. Mais ils veulent aussi éviter une guerre ouverte qui ferait exploser les prix de l'énergie et déstabiliserait toute la région. C'est donc une partie extrêmement délicate. Frapper assez fort pour dissuader, mais pas trop fort pour éviter l'embrasement. Négocier tout en montrant sa puissance.
Maintenir un cessez-le-feu tout en menant des frappes, c'est une ligne très fine. Et dans le Golfe, une ligne fine peut devenir une ligne de fracture. Le détail le plus inquiétant concerne les mines. Selon l'armée américaine, certaines embarcations iraniennes tentaient de placer des mines. Si cette accusation est confirmée, elle change totalement la lecture de la crise. Des mines dans une zone proche d'Ormuz ne sont pas un simple symbole. Elles peuvent menacer les navires commerciaux, les pétroliers, les bâtiments militaires et toute la sécurité maritime régionale. Une mine ne fait pas de discours. Elle attend. Un navire passe, une explosion se produit. Les marchés paniquent, les États accusent, les armées se mettent en alerte. C'est pour cela que la pose de mine est l'un des scénarios les plus redoutés dans le détroit d'Ormuz. Elle permet de créer un risque énorme avec des moyens relativement limités, et c'est exactement ce qui fait peur aux capitales occidentales. Pas seulement une guerre déclarée, mais une guerre de l'ombre. Une guerre faite de drones, de mines, de missiles, d'attaques limitées, d'avertissements indirects, de navires interceptés et de messages envoyés sans signature claire. Cette forme de guerre est difficile à contrôler. Elle permet à chaque camp de dire « ce n'est pas nous qui avons commencé. Nous avons seulement répondu. Nous avons agi pour nous défendre. Nous avons fait preuve de retenue. Mais sur le terrain, les risques continuent de monter. Le moment choc est ici. Ces frappes américaines arrivent alors que les négociations n'étaient pas totalement mortes. Au contraire, plusieurs sources indiquaient que Washington et Téhéran continuaient à discuter avec l'objectif d'obtenir un accord plus large ou de préserver une trêve temporaire. AP rapporte que Donald Trump affirmait que les discussions avançaient pendant que l'armée américaine menait ses frappes dites défensives. Attends quoi? On négocie pendant qu'on frappe. C'est exactement ce qui rend cette crise si dangereuse. Parce qu'en géopolitique, il arrive souvent que la diplomatie et la force avancent en même temps. Une main signe, l'autre tient l'arme. Le message est clair. Nous sommes prêts à discuter, mais nous ne reculerons pas militairement. C'est une stratégie classique, mais elle peut devenir incontrôlable si l'autre camp décide qu'il ne peut pas accepter l'humiliation. Et dans le cas de l'Iran, l'humiliation publique est un facteur majeur. Téhéran peut accepter des compromis dans l'ombre, mais il peut difficilement apparaître comme un pays frappé sans réaction. C'est pourquoi les prochaines heures et les prochains jours deviennent essentiels. Le monde va observer 3 choses. Premièrement, la réaction officielle iranienne. Si Téhéran minimise l'événement, cela peut signifier qu'il veut préserver les négociations. Si Téhéran promet une réponse, alors la région entre dans une phase beaucoup plus risquée. Deuxièmement, le comportement des forces iraniennes autour d'Ormuz. Si les patrouilles se renforcent, si des navires sont interceptés, si des drones apparaissent, si des missiles sont déplacés, cela montrera que la tension monte. Troisièmement, la réaction des marchés de l'énergie. Dès que le détroit d'Ormuz est associé à des frappes, à des mines ou à des explosions, les marchés pétroliers réagissent. Le Financial Times signale déjà que les prix du Brent ont augmenté après ces frappes, preuve que les marchés prennent la menace au sérieux. Ce n'est donc pas une simple opération militaire, c'est un signal économique mondial, parce que le détroit d'Ormuz n'est pas seulement un passage maritime, c'est un thermomètre de la peur mondiale. Quand Ormuz chauffe, le pétrole monte. Quand le pétrole monte, l'inflation menace. Quand l'inflation menace, les banques centrales s'inquiètent. Quand les banques centrales s'inquiètent, les marchés financiers tremblent. Un incident local peut donc devenir une secousse globale. Et c'est ici que l'élargissement géopolitique devient important. L'Iran n'est pas isolé dans le vide. Il est lié à un réseau d'alliances, d'intérêts et de rivalités. Il y a les États-Unis, il y a Israël, il y a les pays du Golfe, il y a la Chine, grande importatrice d'énergie, il y a la Russie, attentive à chaque fissure dans l'ordre occidental, il y a l'Europe, vulnérable au choc énergétique, il y a l'Inde, dépendante de la stabilité maritime, il y a les marchés mondiaux qui détestent l'incertitude, et surtout il y a Ormuz, le point de passage qui transforme une crise régionale en crise internationale. La Chine observe cette situation avec une attention extrême. Pékin a besoin de stabilité énergétique. Une crise prolongée dans le Golfe menace ses approvisionnements et ses routes commerciales.
Mais en même temps, chaque difficulté américaine au Moyen-Orient peut aussi détourner Washington de l'Indo-Pacifique. La Russie observe aussi. Pour Moscou, chaque crise énergétique mondiale peut renforcer l'importance des grands producteurs d'énergie et affaiblir la capacité occidentale à contrôler les règles du jeu. Les pays du Golfe, eux, sont dans une position délicate. Ils veulent éviter l'Iran, mais ils veulent aussi éviter une guerre. Ils veulent rester proches de Washington, mais ils veulent préserver leurs relations avec la Chine. Ils veulent vendre leur énergie, mais ils ne veulent pas que la région s'embrase. C'est un équilibre difficile. Et c'est pourquoi cette frappe américaine pourrait peser plus lourd qu'elle n'en a l'air. Car parfois, une opération limitée ne reste pas limitée. Elle ouvre une séquence, une réponse iranienne, puis une contre-réponse américaine, puis un incident maritime, puis une flambée du pétrole, puis une pression internationale, puis une négociation d'urgence. C'est ainsi que naissent les grandes crises, pas toujours par une décision spectaculaire, mais par une série de petites étapes que personne n'arrive plus à arrêter. Alors, que cherche Washington? Probablement 3 choses. D'abord, protéger ses forces, ensuite empêcher l'Iran de menacer la navigation dans le détroit d'Ormuz, enfin montrer que le cessez-le-feu ne signifie pas liberté d'action pour les forces iraniennes. Mais que cherche Téhéran? Possiblement maintenir un levier de pression, montrer qu'il peut menacer Ormuz, rappeler que toute pression militaire contre l'Iran aura un coût régional, et négocier depuis une position moins faible. C'est exactement ce qui rend la crise dangereuse. Les 2 camps veulent négocier, mais chacun veut négocier en montrant qu'il n'a pas peur. C'est une logique de puissance. Une logique froide, une logique risquée, une logique qui peut basculer, parce qu'à force de vouloir prouver sa force, un acteur peut franchir une ligne que l'autre ne peut pas ignorer. Et aujourd'hui, cette ligne se trouve peut-être près d'Ormuz. Le monde regarde les explosions, mais les stratèges regardent les conséquences. Si l'Iran répond, la trêve peut s'effondrer. Si les États-Unis frappent encore, la guerre peut reprendre. Si Ormuz est miné, le commerce mondial peut être touché. Si les prix de l'énergie montent, l'économie mondiale peut ralentir. Si la Chine et la Russie exploitent la crise, l'ordre international peut se fragmenter davantage. Voilà pourquoi cette frappe est importante, pas seulement parce qu'elle touche l'Iran, mais parce qu'elle teste la solidité d'un cessez-le-feu, la crédibilité américaine, la capacité iranienne à encaisser et la résistance du système énergétique mondial. Dans cette crise, il y a donc 2 histoires. L'histoire officielle, une frappe d'autodéfense, et l'histoire profonde, un bras de fer autour du contrôle d'Ormuz, de la sécurité énergétique et de l'équilibre des puissances. La première se raconte en quelques lignes. La seconde peut changer la région. Ce qui vient de se passer dans le sud de l'Iran n'est pas un simple incident militaire. C'est un avertissement sur la fragilité du cessez-le-feu. Un avertissement sur le risque d'escalade, un avertissement sur le rôle explosif du détroit d'Ormuz, un avertissement sur la manière dont une crise locale peut toucher toute l'économie mondiale. Le plus inquiétant, ce n'est pas seulement la frappe, c'est le moment où elle survient, pendant une trêve, pendant des négociations, pendant que les marchés espéraient un apaisement. Et c'est peut-être là que se trouve le vrai danger. Quand la diplomatie parle encore, mais que les missiles recommencent à frapper, personne ne sait vraiment si la paix avance ou si la guerre revient par la porte arrière. Si tu veux comprendre les rapports de force cachés derrière les grandes crises mondiales, abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne regarde pas seulement ce qui explose. On analyse ce que ces explosions annoncent pour le monde de demain.